Donc, nous passons à la communication suivante. Qui va être Madame Piloty. Alors, je ne sais pas si elle est là, du coup, ou si elle est toujours en train de présenter sur l'autre, de l'autre côté. C'est tout bon? Oui, oui, on vous entend. Du coup, vous allez présenter le prochain thème qui sera le ressenti des soignants dans un contexte de crise. Je vous laisse, du coup, mettre votre PowerPoint. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Très bien, oui. Ah bah oui, c'est tout bon, oui. Bon, mais, bon, okay. Donc, je vais pas me présenter tout de suite, je me présenterai plus tard. Vous allez voir un peu comment ça va s'organiser. Donc, je vous propose aujourd'hui de vous présenter les premiers résultats d'une recherche effectuée sur le ressenti des paramédicaux pendant la première vague de Covid-19 en France dans le groupe hospitalier universitaire APHP Nord. Ce groupe universitaire regroupe 9 hôpitaux, dont l'hôpital pédiatrique Robert Debré. Donc, cette recherche a été menée par 3 chercheuses de champs différents. Il y a Anne Leclerc, qui est infirmière coordinatrice de la recherche en soins, qui est docteur en physiologie, pathologie et sciences apparentes. Il y a Virginie Masdois, qui est cadre supérieur à la PHP, et qui est docteur en anthropologie, et moi-même, Anne Piloty, qui est cadre de rééducation, masseur kinésithérapeute et docteur en sciences de l'éducation. Donc, la première vague de Covid-19, peut-être changer la diapositive, première vague de Covid-19 qui s'est produite en France d'avril à mai 2020 a été soudaine et nous a tous surpris par une violence incroyable. Sur le terrain, tout a été bouleversé. Les repères ont été bouleversés, les statuts, les règles, les organisations et même les différentes techniques de soins. Et cette situation a suscité beaucoup d'interrogations sur le virus, sur sa contagiosité, sur les traitements, sur les effets de la maladie, sur les problèmes de matériel et d'autres questions encore, beaucoup plus de questions que de réponses d'ailleurs, dans un climat de grande angoisse dans la population et chez les soignants. Toutes les activités lors de cette première vague, toutes les activités non indispensables ont été interrompues et cela a donné lieu à un confinement en France assez strict. Très peu de gens avaient le droit d'aller travailler, mais les soignants, eux, étaient privilégiés, si on peut dire ça, ou punis, je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas, eux avaient le droit de circuler. Les services de réanimation se sont remplis très rapidement de patients Covid. Il a fallu ouvrir des unités de réanimation, ouvrir d'autres services, bref, pousser les murs, trouver des personnels compétents, déplacer certains, recruter d'autres. Le tout en un temps record et sans vraiment de préparation. Donc, une adaptabilité extrêmement importante de tout le monde et de tous les organismes et les organisations. Le personnel a été mis à rude épreuve, d'où une commande de la direction du GHU APHP Nord sur le ressenti des soignants pendant la première vague. Alors, vous avez vu que nous sommes des chercheuses de champs différents. Et pour la présentation d'aujourd'hui, je vais utiliser les concepts qui me sont personnels, avec lesquels je travaille, qui sont des concepts dans le champ de l'analyse institutionnelle. Et le Covid-19, je l'ai travaillé comme un analyseur qui permet de mettre en évidence les différentes implications institutionnelles des paramédicaux. Alors, je ne vais pas expliquer aujourd'hui les implications institutionnelles parce que j'ai déjà présenté dans une autre intervention au RMEF, mais en tout cas, voilà mon axe de travail. Nous avons construit une méthodologie qualitative avec 4 focus group. Un focus group, c'est un ensemble de personnes qu'on met ensemble, on discute autour d'un thème et ça permet d'avancer, d'aller plus loin dans la réflexion. Donc, nous avons organisé 4 focus group avec des paramédicaux travaillant dans le GHU APHP Nord, des soignants qui ont travaillé, mais pas dans des services Covid, parce que tout le monde a été impacté. 39 personnes en tout ont participé à cette expo. Nous avons eu un focus group de 12 cadres de différents hôpitaux. On a fait exprès de mettre les cadres à part pour qu'il y ait une libération de la parole. Et ces cadres, d'ailleurs, nous ont demandé en fin de séance, nous ont demandé un deuxième, de se retrouver pour faire un deuxième. Alors, on n'a pas eu le temps avec la deuxième, la troisième vague, on n'a pas eu le temps d'organiser ça, mais l'objectif est de se réunir de nouveau et de leur présenter les premiers résultats pour justement continuer à réfléchir et à apprendre. 2 autres focus group de soignants de différents hôpitaux ont été organisés. Ces soignants étaient mélangés ensemble et en fait, on a organisé un focus group
dans l'hôpital Robert Debré, dans l'hôpital pédiatrique, parce qu'en fait, cet hôpital a été impacté de deux manières différentes. Nous avons eu des enfants, enfin, dans l'hôpital a accueilli des enfants qui avaient le Covid, mais également, il y a eu l'ouverture de lits de réanimation d'adultes Covid et d'un service d'adultes post-réac Covid. Donc, des soignants qui se sont retrouvés confrontés à la prise en charge de patients Covid, ce qui n'était pas forcément évident, ni le matériel, ni la formation, mais qui a aussi demandé une adaptabilité. Ces focus groupes ont commencé en juillet 2020, se sont terminés, alors terminés non, parce que vous voyez, il en reste encore un. En tout cas, les derniers focus groupes qu'on a fait, on les a fait en septembre 2020. Différents professionnels paramédicaux, donc je vous ai parlé des cadres, un des focus groupes, mais sur les autres, nous avons eu des infirmières anesthésistes, des infirmiers, des auxiliaires de puériculture, des agents hospitaliers, des infirmières de coordination, une éducatrice de jeunes enfants. Vous allez me dire que ce n'est pas une paramédicale, mais en tout cas, dans l'hôpital pédiatrique, c'est quelqu'un qui est important pour les enfants. Des masseurs-kinésithérapeutes, des aides-soignants travaillant en chambre mortuaire et des techniciens d'études cliniques. À la question, pouvez-vous nous parler de votre expérience professionnelle lors de la première vague? Eh bien, les soignants parlent de quoi? De leur quotidien à l'hôpital, de leurs émotions, de leur retour à la maison, mais surtout, y compris les cadres, les soignants et les cadres évoquent les patients et la détresse de ces derniers. Le patient reste là, on le voit, au centre des préoccupations des soignants et des cadres. On s'attendait à ce qu'on nous parle organisation, mais les cadres nous ont tout de suite remis le patient au centre. Le patient, les agents, l'organisation. Mais ce patient est arrivé vraiment dès le départ. Et tous ces professionnels nous parlent de l'isolement. L'isolement des femmes qui accouchent dans leur mari. La mort des patients, sans que ces derniers aient pu voir leur famille. Et sans que les familles aient pu voir les patients. L'isolement des patients en général. Et tout cela a été vécu comme quelque chose d'extrêmement violent. Alors, j'ai repris des verbatims et je les partage avec vous. Il y a un masseur-kinésithérapeute qui explique, voilà, qui nous dit, en rééducation, j'avais un peu de temps pour parler. Les patients, ils se sentaient un peu déshumanisés. Et c'est des mots quand même assez forts. Parce qu'on n'avait plus de contact peau contre peau. Alors moi, dans mon métier, c'est super important que j'ai plus de contact peau contre peau pour toucher le patient avec des gants, avec une veste. On n'établit pas le même contact. On n'établit pas la même relation avec eux. Ils voient à peine nos yeux. La rééducation, ça a été terrible pour les soignants. Et pour le patient, lui, on sentait, c'était le côté déshumanisé. Une infirmière, ce qui m'a beaucoup choquée, c'était de voir les visages des patients complètement en détresse. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Et en fait, le contact était limité. Les gens, on les laissait dans leur détresse. C'était terrible. J'ai vu une fois une porte qui s'est ouverte et il y avait une petite mamie dedans. Ça m'a choqué tout le reste de la journée. J'ai trouvé que c'était terrible, cette maladie. Donc là, on voit que cet isolement, c'est quelque chose qui les touche, qui les brusque, et qui va à l'encontre de leurs valeurs de soignant, de leurs implications idéologiques. Et pour continuer à soigner dans ces conditions qui ne vont pas avec qui sont pas en adéquation avec leurs valeurs, eh bien, ces soignants ont jugé ces conditions inacceptables tout en comprenant les raisons et les interactions. Ils ont essayé de modifier les organisations. Ils ont en quelque sorte triché. En fait. Donc, certains soignants ont dit utiliser leur propre téléphone portable pour faciliter la communication entre patients et famille. Et lorsqu'on nous dit ça, les soignants nous disent, ouais, bon, je sais que je n'ai pas le droit, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai jamais eu de problème. Et puis, de toute façon, quand il y a eu des problèmes, c'est pas un problème d'avoir des problèmes pour ça. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est leur humanité. Certains services ont rapidement réussi à s'organiser avec des tablettes pour que les patients et les familles se voient. Et puis, on a aussi l'utilisation des réseaux sociaux. Quelqu'un nous rapporte, il y avait un médecin qui demandait aux familles de laisser un message sur WhatsApp pour les patients intubés, sédatés, ou qui étaient en phase de réveil. Et tous les jours, les familles laissaient un message sur WhatsApp. Voilà. Ces soignants se réorganisent eux-mêmes parce que leurs implications idéologiques ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils sont obligés de faire. Et la mort. Cette mort, c'est un thème qui est venu aussi au travers des rythmes mortuaires et des soins aux défunts impossibles. Alors, en France, il y a eu un décret le 1er avril 2020 qui pose l'interdiction des soins de conservation de thanatopraxie ainsi que d'effectuer la toilette mortuaire. Alors, Pacifique nous dit, il impose également la mise en bière immédiate. Et les soignants, là, nous vont balancer peut-être un terme qui est assez judicieux parce qu'il y a eu des gens qui ont pleuré, il y a eu beaucoup d'émotions lorsque les soignants nous ont parlé de ça. Ils nous disaient, mais pourquoi
on nous demandait de mettre dans des mousses en plastique, de mettre des carrés, mais habituellement sous les fesses. Pourquoi on nous demandait ça? Pourquoi on nous demandait zéro toilette? Alors, Pacifique nous dit que le rite de la toilette funéraire remplit une fonctionnalité éthique et esthétique, que ces rites contribuent à réconcilier la mort et les patients. Il y a eu un hiatus. Là, les soignants ont souffert, ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leurs soins. C'est-à-dire, faire une toilette mortuaire, c'est aller jusqu'au bout du soin qu'on doit faire au corps de l'autre. Donc, ces protocoles, bien sûr, avaient pour but d'éviter la contamination des soignants. Et ça, ils en étaient conscients. Mais en même temps, ça les a choqués dans leur propre valeur, leur valeur propre. Alors, ces consignes sur les rites mortuaires ont été modifiées lors de la deuxième vague parce que certains éléments de notre recherche sont arrivés avant d'attendre vraiment la finalité, sont arrivés à la direction parce que c'était assez choquant pour nous. Et puis, il y a eu aussi des réactions paradoxales. Alors, on a eu des gens qui nous ont dit, non, c'était super. Ah non, mais non, là, vraiment, c'était super ce que j'ai vécu. J'ai perdu ma charge mentale, mais bon, j'y retournerai plus et je vais démissionner et je change de profession. Ah ouais, c'était super, mais en même temps, pourquoi? Quand on a essayé le troisième. Pour ceux qui travaillaient dans les secteurs Covid, l'accès au matériel était facilité. Les gens nous disent, les tâches étaient répétitives. Donc, je sais ce que je devais faire, pas de la paperasse, je faisais mon travail. Il y avait une décharge des tâches administratives pour obtenir le matériel. Quand j'avais besoin d'une pompe, j'allais dans le service au-dessus, je demandais à la CAD qui me redonnait le truc et je repartais. Et on n'attendait pas, il ne faisait pas de papier et ça ne passait pas par le circuit officiel. Les communications étaient tournées vers les actions à effectuer. Tout le monde savait ce qui était important, ce qui était urgent et tout le monde, il n'y avait plus de stratégie personnelle ou professionnelle, de lutte de pouvoir dans l'institution. Mais là, la lutte de pouvoir, c'était le patient. C'était là, voilà, poigner le patient et faire qu'il sorte, qu'il aille mieux. Donc, la communication était fonctionnelle. Et d'ailleurs, on nous dit, on travaillait juste, on avait juste à faire ce qu'on avait à faire et on faisait au mieux. Et en fait, c'était reposant. Et là, certains nous ont dit aussi, comme tout s'est arrêté en dehors de l'hôpital, eh bien, il y a des soignants qui se sont mis à travailler tous les week-ends, à travailler énormément. Et se sont complètement déchargés du quotidien. Hormis les mères de famille qui avaient des enfants scolarisés, et là, c'était beaucoup plus compliqué lorsque les enfants avaient un âge plus jeune. Hein. Et là, on me disait, minuit, j'étais encore allée voir, là, c'est pas possible. Donc, c'était usant. Mais c'est possible sur une courte période. Et en fait, le retour à la normalité avec les contraintes administratives, les stratégies que Crozier a expliquées, ces stratégies de lutte de pouvoir dans les institutions sont revenues. Et là, ces soignants, on dit, on ne peut pas revivre à la normale. En fait, on ne peut plus accepter ce qui est inacceptable dans mon quotidien. Et puis, il y a aussi un autre élément qui a été moteur. Hein, on parle de solidarité et d'entraide ensemble et de ce travail interdisciplinaire qui là n'est plus juste un mot, un concept, mais qui est vraiment mis en action. Moi, je vais utiliser plus le terme de collaboration. Donc, selon le modèle de Damour, la collaboration, Damour c'est le nom du monsieur, hein, très joli nom d'ailleurs, la collaboration interprofessionnelle regroupe différents paramètres que l'on retrouve dans les discours des soignants. Alors, les paramètres, il y a un leadership partagé et consensuel. C'est-à-dire, les soignants nous disent, on a mis toutes nos compétences en lien et on a travaillé de manière interprofessionnelle pour une finalité qui est le patient. Et la finalité consensuelle, ainsi que l'approche centrée de la personne, est un des paramètres de la collaboration interprofessionnelle selon Damour. Donc là, on a un humain qui est vraiment au centre des échanges, les patients, mais aussi les soignants, certains soignants ont été contaminés, et tout le monde fait attention à l'autre. Tout le monde fait attention aux patients, mais on nous dit aussi, il y a des infirmières qui ont eu le Covid, qui sont revenues, et en fait, elles étaient tellement fatiguées qu'on essayait de prendre soin d'elles, on essayait de les soulager. Là, vraiment, il y a eu comme une humanité, un mouvement très fort et presque concret. Ce n'est pas dilué par les tâches administratives, c'était vraiment quelque chose de concret, presque concret. Un soutien à l'innovation, alors il n'y a qu'à voir les présentations qu'on a vues sur le Covid, ils montrent bien ça. Donc, on l'a vu avec les communications tout à l'heure, j'en parlais, mais on a aussi parlé
du matériel, des vidéos de positionnement des patients à réanimation, des tapis de glisse pour les retourner, ou de l'ingéniosité déployée par les soignants et par leur hiérarchie pour essayer de pallier au manque de matériel, par exemple. C'était assez cocasse, comique, triste, mais en tout cas, ça marchait et tout le monde a mis la main à la pâte. Une connaissance et reconnaissance du travail de l'autre. Alors, les gens nous disent, les soignants nous disent vraiment, on a eu un brassage de personnes. C'est juste génialissime. Des chirurgiens qui étaient là pour faire aide-soignant, passer la serpillière en salle de réveil, qui étaient en réanimation, des externes qui nous aidaient, des internes qui, voilà, nous disaient si je peux faire un pansement, si je peux vider une poubelle, laver des lunettes, enfin, voilà. Une découverte du travail de l'autre. C'est-à-dire que chacun découvrait ce que l'autre faisait et en même temps, on reconnaissait ce travail. On nous parle de solidarité, une solidarité, mais juste, et même après le Covid, on en parle, ça a été quelque chose pour moi, c'est ce qui est ressorti vraiment. Même les chirurgiens nous disaient, franchement, le boulot d'infirmière, jamais j'aurais pu être infirmière ou infirmier. C'est pas possible, enfin. Ce que vous faites tous les jours, ce que vous faites, franchement, vous allez. Voilà, c'est ça. C'est vrai que ça nous a permis de nous rendre compte que tous les maillons de la chaîne, enfin, tout le monde est indispensable. La hiérarchie a bougé. Hein. Les scissions entre professionnels n'étaient plus les mêmes. Donc, on est bien dans l'interdisciplinarité. Et on nous dit, on a dû tous apprendre un nouveau métier. Et il y a un élément aussi qui est important. Là, on parle de l'institution hospitalière. On parle de ce qui s'est passé dans les établissements, dans les esprits, parce que l'institution, ce n'est pas juste une organisation, c'est aussi, ce que disait Castoriadis, c'est aussi ce qu'on projette, hein, c'est dans l'impensé. Et dans tout ça, il y a aussi la famille qui est une institution. Et cette famille, elle est revenue en force. D'abord, les soignants avaient le sentiment d'être des vecteurs possibles de transmission. Donc, ils avaient peur d'eux-mêmes, ils avaient peur pour eux-mêmes, mais ils avaient surtout peur d'eux-mêmes, ils avaient peur pour eux. Et ils nous disent tout ça, c'était non point nos responsabilités vis-à-vis de nos proches. Et c'était hyper dur à porter. Moi, j'étais le seul hospitalier dans ma famille à ce moment-là. Et on a eu donc des gens qui nous expliquent. Il y en a qui ont fait lit à part, d'autres qui ont fait chambre à part, d'autres qui ont fait maison à part. Et puis, tous les rituels mis en place pour se laver, éviter de croiser la famille, les gens qui ont repoussé les enfants, qui ont même éloigné les enfants ailleurs, dans la famille ailleurs. Alors, quelqu'un nous rapporte, j'ai pris des verbatims, il y en avait plein. On ne s'embrassait pas, je ne faisais pas chambre à part avec mon mari, mais mes enfants, oui, je restais dans ma chambre. Déjà, j'étais très, très, très fatiguée quand je rentrais. Les journées étaient très lourdes, très intenses, aussi bien physiquement que physiquement. Voilà, on a évité les câlins, on a évité les... Et puis, une soignante nous explique qu'elle a demandé à sa sœur de prendre son enfant, qui avait 4 ans, 4-5 ans. Et le problème, c'est qu'elle pensait que ça allait durer une semaine et 15 jours. Ça a duré 2 mois. Quand son enfant est revenu, bien, ça a changé la dynamique familiale. D'abord, elle s'en veut beaucoup. Et son enfant lui répète constamment qu'il a été abandonné. Et du coup, l'enfant, de retour à la maison, les choses ne sont pas revenues pour la maison. C'est très difficile pour elle de gérer ça. Voilà. En conclusion, je dirais que le remaniement des équipes, l'allègement des tâches administratives, toutes ces choses-là, toutes les petites choses ont été facilitatrices pendant cette injonction à l'urgence. Et le patient, en tout cas, est bien resté au centre des préoccupations des soignants. Cette situation a remis au cœur des pratiques les implications idéologiques, c'est-à-dire ce qui fait sens. Pourquoi nous avons choisi ce travail de soignant? Je sais pourquoi je suis là. Je suis utile. Cependant, le Covid a aussi été révélateur de dysfonctionnement de l'institution. Souvent, d'ailleurs, dysfonctionnements qui ont été aplanis par l'adaptabilité, l'adaptation des soignants pour essayer de faire mieux. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas eu le temps de parler de la communication, de l'information ou des informations. Vous écrivez comme vous voulez l'information, en un mot ou en 2 mots, de la peur qui nous a été rapportée par les cadres. Les cadres nous ont expliqué que certains soignants nous leur ont dit. Et nous l'avons entendu par les soignants. Je suis là pour soigner, pas pour mourir. Du manque de matériel, de la posture des cadres qui ont réorganisé les services, déplacé les soignants, qui ont dû se réinventer et innover dans leur management et qui souvent ont eu l'impression qu'ils n'étaient pas entendus. De la violence institutionnelle ressentie par les uns et les autres.
Et toutes ces thématiques abordées par les soignants, alors ça va être l'objet d'analyse de notre part dans les prochains mois, en espérant que le Covid nous laisse un petit peu de répit. Voilà, donc j'espère que j'étais assez claire. Je vous remercie de votre écoute et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci pour ce témoignage, puisqu'il faut l'appeler comme ça. Je crois que cette crise, comme beaucoup de crises, a joué un rôle de révélateur et qu'elle a révélé le meilleur et le pire, on peut dire, à la fois de l'institution, mais aussi des êtres humains. Et que il faudra en tirer les leçons. Alors, on peut en parler pendant très, très, très longtemps. Moi, j'avais une question qui est un petit peu, bon, c'est mon côté médecin. Dans vos focus group, pourquoi il n'y avait pas de médecins? Alors, il n'y avait pas de médecins parce que souvent, les recherches sont centrées sur les médecins, que là, nous voulions avoir la parole de paramédicaux. La commande était sur les paramédicaux et que nous ne voulions pas de hiérarchie dans nos groupes. Alors, effectivement, nous aurions pu faire un focus group de médecins, tout à fait. Alors, c'est peut-être aussi lié à mes implications institutionnelles. Et donc voilà. Mais déjà, on a pris un groupe de cadres qu'on a mis à part. Et comme je suis ce qu'on appelle un praticien-chercheur, et moi-même étant partie prenante, dans mon hôpital, dans cet hôpital Robert-Debré, lorsqu'il y a une focus group, je ne suis pas du tout venue dans le focus group parce que j'avais une posture qui n'aurait pas été très claire. Voilà, donc peut-être qu'effectivement, mais c'est un parti. Voilà. Je suis désolée. Non, mais c'est pas question d'être désolé, mais c'est vrai que ça interroge aussi peut-être sur la place d'une hiérarchie ou plutôt d'une pseudo-hiérarchie qui est peut-être trop prégnante, notamment dans ces périodes de crise. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit par exemple dans les plans blancs, que l'important, c'est pas que ce soit le chef qui prenne la tête des opérations, mais que ce soit celui qui connaît le mieux la situation et qui peut être éventuellement pas du tout la même personne dans le plan hiérarchique. Il y a une autre remarque que je souhaitais faire et qui est plus générale cette fois-ci. On a parlé de crise et on parle encore de crise sanitaire. L'une des caractéristiques des crises liées à ces épidémies, à ces pandémies, à ces maladies infectieuses, c'est que ce ne sont pas des crises. Au sens, la crise, un attentat, un plan blanc, c'est quelque chose qui ne dure pas. Or là, c'est une crise qui dure. Donc, c'est probablement une autre adaptation qu'il faut avoir. Je n'ai pas de réponse, hein, bien entendu, mais c'est vrai que dans la réflexion, notamment autour des soignants, comment s'adapter à une crise qui n'en est pas une, mais qui est un bouleversement prolongé des choses, c'est quelque chose qui est probablement creusé aussi. Ouais, après, la notion de temporalité, nous sommes dedans et n'est pas du tout la même chose qu'on pourrait être dans 100 ans ou 200 ans. Je pense qu'effectivement, on regardera cette période d'une autre manière. Moi, je travaille plus dans l'analyseur, dans qu'est-ce que ces choses qui ne sont pas lisses, ces choses qui perturbent, qui nous montrent un petit peu ce que les gens pensent, enfin, les impensés de l'institution, c'est ça. Hein, c'est quand les soignants se mettent tous ensemble pour le patient et quand les soignants disent, on nous demande d'isoler les patients, mais en même temps, humainement parlant, c'est pas possible pour nous, on va essayer d'inventer autre chose. C'est ça qui m'intéresse. Voilà, c'est ce qui se passe dans ce qui est dit et ce qui n'est pas dit dans l'institution et ce qui fait bouger les gens. Oui, ce qu'on pourrait ajouter aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Je pense notamment à ces histoires de housses mortuaires qui n'ont absolument aucun sens médical. C'est-à-dire que ça ne protégeait pas les soignants. Oui, mais là, vous dites aujourd'hui,
Mais à l'époque déjà, on le disait, sauf qu'on n'était pas entendu. Ouais, voilà. Je vous l'assure. Non, mais je suis d'accord avec vous. Sauf que toutes ces incohérences, bien sûr, ont été soulevées. Et encore, il y en avait plein. Il y avait plein d'autres choses. Mais bon, voilà. En tout cas, il y avait beaucoup de questions. On a quelques réponses aujourd'hui. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est l'adaptabilité des gens et surtout ces situations-là font ressortir ce qui est important pour eux, ce qui passe au-dessus des règles, en fait. Hein. Il y a un code, on a un cadre, il faut le respecter, mais des fois, justement, il est là et parce qu'il est là, on peut s'autoriser à faire ce que moi j'appelle de l'indisciplinarité, à être indiscipliné pour y revenir, mais avec cohérence, avec un objectif, pas être indiscipliné pour être indiscipliné. Je crois que le terme cohérence est très important, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, une remarque plutôt. Malheureusement, la sidération de départ est devenue une routine pour tous par la suite, aussi bien en intra-hospitalier qu'en extra-hospitalier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est probablement le fait que ça soit la crise qui dure. Alors, je ne comprends pas bien le terme de sidération. Qu'est-ce que vous mettez sous le terme de sidération de départ? Voilà, tout ce que je vois, c'est que les gens ont bougé rapidement, ont essayé de s'adapter rapidement à beaucoup d'incompréhension, ont essayé de faire au mieux d'une façon intelligente, d'une façon concernée, et malgré la peur au ventre, ils y ont été. Et il y a eu beaucoup de... Vraiment, c'est cette collaboration, on a tous travaillé pour. Là, ouais, il m'a peu le tour de chercheur parce que j'ai dit bon, mais tout le monde a essayé de travailler pour. C'est ça qui est, en même temps, que je trouvais extrêmement génial, c'est ce Covid nous éloigne parce que nous avons des gestes barrières, parce que nous pouvons nous toucher, nous embrasser, mais en même temps, il nous rapproche et il nous montre que même si nous sommes obligés aujourd'hui de faire une visio par écran et donc d'être éloignés, nous comprenons que ce qui fait que nous sommes des humains et ce qui fait notre humanité, c'est bien le contact à l'autre et le contact physique. Nos personnes âgées ont du mal à vivre cette situation parce qu'ils sont coupés de nous, ils sont coupés des gens autour d'eux physiquement. Donc, quelque part, ce Covid un peu paradoxal nous oblige à nous éloigner pour comprendre que ce qui est le plus important pour nous, c'est de nous rapprocher. Mais le rapprochement en pensée ou en tout cas en action commune est aussi important. Et je pense que quand vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on a été puni ou est-ce qu'on a eu de la chance? Moi, je suis convaincu qu'on a eu de la chance de pouvoir continuer à travailler parce que tous les gens qui n'ont pas pu être en équipe, à mon avis, ça a été très, très difficile pour eux. Enfin, je ne les envie pas du tout. Oui, vous avez raison. C'était juste une petite pour diminuer le stress. Merci beaucoup. Merci. On va passer.